Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Pambrin. Je vais donc vous décrire l'expérience bordelaise sur l'alcoolisation de la veine de Marshall dans l'ablation de FA. Nous allons débuter par quelques brefs rappels. La veine de Marshall est issue de l'involution de la veine cave supérieure gauche. Elle est associée à une musculature épicardique globalement isolée du corps de l'oreillette gauche par de la graisse, avec cependant quelques connexions ponctuelles essentiellement localisées au niveau du ridge. Cette musculature épicardique sur modèle animal peut supporter des réentrées anatomiques qui vont être le substrat pour la fibrillation atriale. Chez l'homme, ces mêmes réentrées ont été observées à l'état stable, essentiellement sous la forme de flotteurs périmétrales ou de réentrées localisées au ridge. Il est donc apparu de plus en plus clairement que cette musculature de Marshall est une cible récurrente dans nos ablations de fibrillation atriale ou de tachycardie atriale, mais qu'elle est malheureusement peu sensible à la radiofréquence du fait de l'isolation électrique par la graisse. Valderrabano, en 2009, a proposé une solution technique extrêmement efficace pour éliminer cette musculature épicardique en proposant tout simplement l'alcoolisation de la veine de Marshall. Nous avons intégré cette technique d'alcoolisation à Bordeaux fin 2017 chez nos patients présentant de la fibrillation atriale persistante. Et nous avons intégré cette technique dans une stratégie d'ablation plus globale que nous appelons le Marshall Plan et qui consiste dans un premier temps en l'alcoolisation de la veine de Marshall, dans un deuxième temps en l'isolation des veines pulmonaires et enfin dans un troisième temps dans la réalisation de blocs sur les trois principaux isthmes anatomiques, toit, mitral et cavote tricuspide. Nous allons aujourd'hui, bien entendu, nous centrer essentiellement sur l'alcoolisation de la veine de Marshall. Voici les outils nécessaires. La gaine Agilis, à l'intérieur de laquelle nous allons passer une sonde porteuse de coronarographie IMA, à l'intérieur de laquelle nous allons placer un ballon d'angioplastie au TW de petit calibre, 2 mm x 6 mm. Nous introduirons dans ce ballon un guide 0014 pour cathétériser la veine de Marshall et nous manipulerons ce guide avec un torqueur. Nous pourrons injecter de l'alcool ou de l'iode dans le ballon via des petites seringues vissées de 3 ml et de l'iode dans l'IMA via une valve en Y et une rampe à coraux. Nous allons maintenant décortiquer les étapes de cette alcoolisation de la veine de Marshall. Nous commençons par introduire l'agilis à l'ostium du sinus coronaire, puis nous allons placer notre IMA dans les premiers centimètres du sinus coronaire avec une angulation postérieure, car c'est en postérieur que va s'aboucher la veine de Marshall. Dans un deuxième temps, nous allons injecter de l'iode dans cette IMA et nous injecterons cette iode dans les tout premiers centimètres du sinus coronaire afin de ne pas méconnaître la valve de Vieux-Sens que nous voyons ici, qui est un marqueur anatomique essentiel pour repérer notre veine de Marshall, puisque cette veine de Marshall se situera généralement 5 à 10 mm en proximal de la valve de Vieux-Sens. Une fois que nous avons visualisé cette veine de Marshall, nous allons placer notre guide et notre ballon dans la veine. Dans les deux cas, il faut que le guide et le ballon restent assez proximal. Il n'est pas la peine d'avancer le guide de plus de 2 ou 3 cm et le ballon restera dans les 15 premiers millimètres de la veine de Marshall. L'objectif est d'éviter le traumatisme de la paroi vasculaire de la veine afin d'éviter toute dissection. Une fois que nous avons placé le ballon, nous allons gonfler le ballon et injecter de l'iode via ce ballon pour confirmer que nous avons bel et bien affaire à la veine de Marshall qui, ici vous le voyez, est classiquement constituée de multiples branches. Une fois que nous sommes sûrs d'être dans la veine de Marshall, nous allons injecter successivement 3 ml d'éthanol à 3 reprises et entre chaque injection, réaliser des injections d'iode pour contrôler que notre ballon reste bien positionné. Et vous voyez qu'au fil de ces injections d'iode, après chacune des alcoolisations, nous avons un staining progressif de la vascularisation de la veine de Marshall qui témoigne tout simplement de la destruction progressive des capillaires par effet de pression lors de l'injection, mais aussi par effet direct de l'alcoolisation. C'est ce qui va permettre la bonne diffusion de l'alcool. Donc ce staining est quelque chose de tout à fait classique. Vous avez ici enfin la visualisation d'un bas voltage typique lors d'une alcoolisation de la veine de Marshall. C'est un bas voltage qui va intéresser la veine inférieure gauche, essentiellement sur son versant antérieur au niveau du ridge et sur son versant immédiatement inférieur. Cet aspect en collet, en collerette, est donc l'aspect attendu après une alcoolisation. Si vous ne retrouvez pas cet aspect de bas voltage, il faut se poser la question éventuellement d'une alcoolisation de la mauvaise veine.
Je vous avais dit précédemment que nous complétions l'alcoolisation de la veine de Marshall par une deuxième étape qui consistait en l'isolation des veines pulmonaires et que nous réalisions ensuite un bloc sur la ligne de toit et un bloc sur la ligne mitrale. Concernant justement cette ligne mitrale, nous sommes attachés à analyser l'impact de l'alcoolisation sur ce bloc de la mitrale en réalisant une série de 100 patients que nous avons réalisés en rythme sinusal afin de voir l'impact sur le bloc mitral de chacune des étapes nécessaires à la réalisation de cette ligne mitrale. Ce que nous avons constaté, c'est qu'il n'y avait aucun patient qui voyait sa ligne mitrale bloquée après la seule alcoolisation. Il fallait systématiquement y adjoindre des tirs en endocardique. Moyennant quoi, après alcoolisation et tirs en endocardique, nous avions 51% de nos patients qui voyaient leur ligne mitrale bloquée. Restait 49% de patients avec une ligne mitrale encore perméable, tout simplement du fait, comme vous le voyez ici, d'un passage musculaire épicardique, d'un pont musculaire épicardique porté par la grande veine cardiaque et le sinus coronaire. Et vous voyez que la musculature de la grande veine cardiaque et du sinus coronaire peut être tout à fait séparée de la musculature du corps de l'oreillette par de la graisse qui aura, elle aussi, un effet isolant sur nos tirs de radiofréquence endocardique et qu'il sera donc nécessaire, dans près de la moitié des cas, d'effectuer des tirs endovasculaires dans la grande veine cardiaque. Dans 42% des cas, il a suffi, dans notre série de patients, de réaliser des tirs sur la face hang-cord, la face accrochée à l'oreillette de la musculature du sinus coronaire. Néanmoins, dans un petit nombre de cas, 5% tout de même des cas, nous avions nécessité d'ajouter, en plus des tirs sur la face hang-cord, des tirs sur la paroi libre du sinus coronaire. Et nous l'expliquons tout simplement en voyant cette coupe nécropsique. Nous voyons que la musculature du sinus coronaire peut être présente aussi sur la paroi libre et peut tout à fait s'accrocher de manière indépendante de la face hang-cord au corps de l'oreillette. Et il est donc parfois nécessaire de traiter cette musculature spécifiquement. Moyennant quoi, nous avons obtenu 98% de blocs sur notre ligne mitrale, ce qui est un chiffre énorme par rapport aux chiffres que nous avions précédemment. Et c'est justement ici un exemple en vidéo de ces tirs sur la face hang-cord que nous voyons, avec donc la ligne mitrale réalisée précédemment en endocardique. On voit ici que la ligne mitrale n'est pas encore bloquée, avec encore un passage distal à proximal via le sinus coronaire. Et nous voyons que durant nos tirs sur la face hang-cord, nous avons, vous le voyez ici, finalement une ligne mitrale parfaitement bloquée. L'apport spécifique de l'alcoolisation sur le bloc de la ligne mitrale, nous l'avons étudié sur une étude rétrospective de patients que nous avons divisés en deux catégories. Les patients dans le bras radiofréquence seul avaient eu des tirs en endocardique et en endovasculaire de manière systématique dans la grande veine cardiaque. Le deuxième groupe était des patients qui, en plus de la radiofréquence endocardique et endovasculaire dans la grande veine cardiaque, avaient pu bénéficier de l'alcoolisation de la veine de Marshall. Nous voyons qu'en aigu, dans le groupe radiofréquence seul, nous n'avons que 2/3 de lignes mitrales bloquées en fin de procédure, alors que nous atteignons ce taux de 98% dans le bras alcoolisation de la veine de Marshall. Et mieux encore, pour les patients que nous avons dû reprendre pour des récidives, nous avons constaté que dans le bras radiofréquence seul, nous avions 1/3 seulement de lignes mitrales qui étaient encore bloquées, alors que la pérennité du bloc était de 62% dans le groupe alcoolisation de la veine de Marshall. Donc on voit l'impact en aigu, mais aussi en termes de pérennité lésionnelle, d'adjoindre l'alcoolisation de la veine de Marshall lorsque nous voulons réaliser un bloc sur la ligne mitrale. Nous allons terminer par une slide qui résume la faisabilité, les écueils et les complications au cours d'une alcoolisation de la veine de Marshall. Il s'agit de notre expérience sur nos 700 premiers patients. Nous avons constaté la faisabilité de l'alcoolisation de la veine de Marshall dans 88,9% des cas au cours d'une première procédure. Le principal facteur d'échec de l'alcoolisation de la veine de Marshall était la non-identification de cette veine. Lorsque nous réalisons cette alcoolisation de la veine de Marshall, les principaux événements que nous retrouvons sont la présence d'une valve de vieux sens dans 63% des cas, une morphologie de veine de Marshall constituée de multiples branches dans 92% des cas, un staining très fréquent dans près de 80% des cas. Et enfin, nous avons constaté que la surface de bas voltage après alcoolisation était de l'ordre de 10 cm² en moyenne.
Les facteurs qui vont limiter l'effet de ce bas voltage sont les suivants. De manière statistiquement significative, la dissection de la veine de Marshall avant toute alcoolisation, la présence d'une fuite en proximale du ballon avec perte de l'alcool directement dans le sinus coronaire en proximale. Et enfin, le fait d'avoir une veine de Marshall qui ne présente aucune branche, ce qui est retrouvé dans 3% des cas. Enfin, il est important de noter que chez ces 713 patients, nous nous sommes trompés de veine dans 11 cas en injectant la veine de l'appendage. Et ceci est en fait prévisible si la veine se situe en distalité de la valve de Vieux-Sens, qu'elle présente un trajet trop antérieur vers l'appendage. Et nous en aurons la confirmation si en alcoolisant, nous voyons que le bas voltage se situe de manière suspendue, beaucoup plus haut qu'attendu, dans la zone de l'appendage, au lieu de se situer au niveau de la veine inférieure gauche. Concernant enfin les complications, la principale complication que nous avons trouvée était la présence de tamponnade tardif chez 6 de nos patients. Et systématiquement, il s'agissait de patients qui présentaient une perforation au niveau de la veine de Marshall au moment de l'alcoolisation. Voilà ce que nous pouvions dire sur notre expérience bordelaise concernant l'alcoolisation de la veine de Marshall. Et je vous remercie